Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission Le Politique, émission de décryptage de l'actualité politique, économique et sociale du pays. Ce soir, pour mieux comprendre ce qui se passe, il y a 2 semaines, nous recevons sur ce plateau le président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama. Avec lui, nous allons évoquer au cours de ces 1 heure les mesures d'austérité prises par le gouvernement en Conseil des ministres du 21 juin 2018, c'est-à-dire jeudi dernier. Avec notre invité, nous allons comprendre quelle est la position de Dynamique Unitaire. Est-ce que Dynamique Unitaire rejette ou accepte ces mesures? Est-ce que Dynamique Unitaire aurait voulu une autre procédure avant d'arriver à cette décision du Conseil des ministres du 21 juin dernier? Nous recevons donc, comme je le disais tout à l'heure, Jean-Rémy Yama, président de cette confédération syndicale. Monsieur Jean-Rémy Yama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de l'émission Le Politique de la télévision Shekina TVS. Je précise par ailleurs que monsieur Jean-Rémy Yama est aussi président du syndicat national des enseignants-chercheurs, mais nous ne vous recevons pas sous cette casquette ce soir. Vous êtes là en tant que président de Dynamique Unitaire. Alors, comment se porte Dynamique Unitaire aujourd'hui, quelques années après sa création? Merci. Dynamique Unitaire se porte très bien. Depuis le 8 septembre 2005, date de sa création officielle, avec un acte administratif qui le justifie. Nous essayons, tant bien que mal, de défendre les intérêts des travailleurs dans un climat, je dirais, de suspicion, parce que nos gouvernants n'ont jamais accepté Dynamique Unitaire, je tiens à le préciser, parce que depuis sa création, je crois que le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a jamais reçu Dynamique Unitaire. Le ministre du Travail, officiellement, n'a jamais reçu Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire ne bénéficie pas des subventions de l'État accordées aux centrales syndicales pour leur formation et leur fonctionnement. Et donc, Dynamique Unitaire vit dans ce climat de suspicion, mais en tout cas, nous continuons à défendre les intérêts des travailleurs et nous sommes toujours debout. Et comment expliquer alors cette situation qu'on peut dire entre guillemets délétère entre votre structure syndicale et les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier qui gêne les pouvoirs publics? Je serais tenté de... Personnellement, non. Mais je me souviens de le seul membre du gouvernement qui a reçu Dynamique Unitaire officiellement, c'était l'ancien ministre de la fonction publique, qui était d'ailleurs très, très content, très heureux. Nous ne voyons pas ce qui peut amener le gouvernement à rejeter Dynamique Unitaire dans la mesure où nous sommes une organisation syndicale légalement constituée, c'est-à-dire que nous avons les mêmes documents justificatifs d'exercice que les autres organisations syndicales ont. Donc, c'est plutôt au gouvernement qu'il faut poser cette question. Mais c'est entretenu parce que nous réclamons que notre paysage syndical aussi soit normé. Parce que dans tous les autres pays du monde, dans tout pays qui se respecte, le paysage syndical est normé. Il est normé comment? Eh bien, à travers les élections professionnelles. Ce sont les élections professionnelles qui donnent le poids de chaque organisation syndicale et le gouvernement est tenu de discuter avec les organisations syndicales les plus représentatives. Donc, le principe de la représentativité n'étant pas en vigueur au Gabon, n'étant pas respecté, donc le gouvernement choisit avec qui il veut discuter. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations où certaines organisations syndicales sont écartées et d'autres sont aussi maintenant traités de syndicats jaunes ou de syndicats porte-parole du gouvernement, puisque le gouvernement se sert de ces organisations. Donc, voilà un peu la situation syndicale actuellement. D'accord, c'était juste avoir l'aperçu de la santé, permettez-moi l'expression, de votre confédération syndicale. Donc, Dynamique Unitaire se porte bien et Dynamique Unitaire continuera toujours à soulever les questions d'ordre économique et politique quand cela va de l'intérêt du pays, n'est-ce pas? Tout à fait.
Alors, Monsieur Jean-Rémy Yama, nous vous recevons ce soir, c'est pour parler des mesures d'austérité décidées par le gouvernement de la République à l'issue du Conseil des ministres du 21 juin dernier. Ces mesures, à la conférence de presse que vous avez donnée le 29 juin, vous les rejetez tant sur la forme que sur le fond. Alors, pourquoi Dynamique Unitaire? Ou alors, qu'est-ce qui fâche de sorte que Dynamique Unitaire rejette ces mesures? Oui, merci, M. Arnaud. Mais vous savez, sur la forme, Dynamique Unitaire rejette ces mesures. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a un problème, je prendrai un exemple banal. Dans une famille, si vous avez un problème, avant de prendre des mesures qui impactent sur votre femme, sur vos enfants, vous les réunissez et vous expliquez le problème auquel vous êtes confronté. Et c'est sur la base de ces explications, en étant franc, en étant véridique, que votre femme et vos enfants peuvent comprendre la nécessité, on va dire, de serrer la ceinture. Mais si vous ne discutez pas avec votre partenaire, parce que je prends l'exemple d'un foyer, mais c'est parce que qui est à l'image d'une société. Parce que les syndicats sont les partenaires du gouvernement. Partenaire, ce n'est pas un lien hiérarchique. Non, nous sommes des partenaires, nous sommes embarqués dans le même bateau et nous devons débattre de tous les problèmes qui concernent l'évolution du pays. Donc, lorsque un chef de famille prend une décision unilatérale, eh bien, vous comprendrez que la femme, les enfants, ils ne comprendront pas les fondements de telles mesures. Surtout si le chef de famille que vous êtes, vous gardez le même train de vie, le chef de famille que vous êtes, vous faites les mêmes choses que vous avez l'habitude de faire, mais vous voulez faire peser, l'austérité à votre femme et à vos enfants. Alors donc, sur la forme, nous décrions la méthode. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin pour dire aux gens que le mois suivant, ou le mois en cours, parce que les mesures ont été annoncées, je crois, presque à la fin du mois de juin, pour dire le mois suivant, vous allez perdre vos salaires, une partie de vos salaires. Le mois suivant, nous bloquerons les carrières. Le mois suivant, ainsi de suite. En fait, toute une batterie de mesures immédiates. Et donc surprendre les gens. Nous disons non, la forme n'a pas été respectée. Surtout que, M. Arnaud, c'est un arrière-goût de l'ordonnance 016. Parce que ne perdons pas de vue que Dynamique Unitaire est montée au créneau. Dynamique Unitaire a dénoncé l'ordonnance 016 que le gouvernement a signée. Et Dieu merci que les députés n'ont pas ratifié et que Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes le 30, enfin, au-delà du 30, du 30 juin, cette ordonnance n'ayant pas été ratifiée, elle est caduque. Mais en réalité, les mesures gouvernementales, M. Arnaud, c'est une application pratiquement de ce que l'ordonnance devait faire, donc des effets de l'ordonnance. Donc c'est la raison pour laquelle... Donc c'est un contournement de l'ordonnance. C'est un contournement de l'ordonnance, voyant la levée de bouclier qui a été faite par rapport à cette ordonnance. Donc le gouvernement a contourné en voulant utiliser sa veste de puissance publique pour imposer aux travailleurs des mesures d'austérité que nous ne pouvons pas accepter parce que, et là on viendra peut-être dans le fond, pour dire c'est pas aux travailleurs de payer la malgouvernance de nos autorités, c'est pas aux travailleurs de payer tout ce qui a été mal géré. Alors nous restons encore un peu sur la forme. Vous avez dit au cours de la conférence de presse que ces mesures sont antisociales. Alors, vous dénoncez la procédure. Qu'aurait voulu, en termes de procédure, Dynamique Unitaire? Déjà, une telle mesure ou de telles mesures, le gouvernement devait d'abord appeler les partenaires sociaux pour expliquer clairement la situation économique du pays, en faisant le mea culpa, en disant, c'est vrai, entre, comme les chiffres de la loi des finances le montrent,
je n'invente rien. Entre 2009 et 2015, il y a eu énormément d'argent dans le pays à travers le pétrole. Aujourd'hui, nous n'avons plus cet argent. Nous l'avons mal géré. On le reconnaît. On fait le mea culpa. Hein, et voilà la situation économique du pays. Voilà les différents leviers que nous avons pour chercher à économiser tant de milliards. Comment pouvons-nous faire? Et voilà les propositions que nous faisons. Donc le gouvernement devait d'abord discuter avec les partenaires sociaux en faisant ces propositions. Et nous, les partenaires sociaux, nous devons également faire nos propositions. En disant, au lieu de faire ça, je pense que nous pensons que vous pouvez faire ça. Et donc un débat s'installe, mais vraiment en toute convivialité, pour arriver à une solution. Donc, or, ça n'a pas été fait. On veut mettre les travailleurs devant le fait accompli. Et donc, d'emblée, nous avons dit, nous rejetons ces mesures. Et dans le fond, on va vous expliquer, mesure par mesure, pourquoi ces mesures sont antisociales. Mais au stade actuel, les partenaires sociaux ne peuvent plus peser. Pourquoi? La décision étant déjà prise et elle rentre en vigueur à partir de ce mois de juillet. Est-ce que les partenaires sociaux peuvent encore jouer un tour dans le sac afin de ramener le gouvernement ou les pouvoirs publics à de meilleurs sentiments? Bon, en fait, vous avez raison de poser cette question. Le gouvernement, par cette décision, nous amène directement à un rapport de force. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité, voilà pourquoi Dynamique Unitaire n'a pas hésité de considérer ces mesures comme une déclaration de guerre. Parce que le gouvernement nous amène directement vers un rapport de force. Qui voudrait que quoi? Ben, que si ces mesures sont appliquées, eh ben, nous allons réagir conformément aux dispositions que la loi nous donne en tant qu'organisation syndicale. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà un grand rassemblement le 11 juillet à ONG à 13h. C'est d'abord une mobilisation où les travailleurs vont lancer un message au gouvernement que vous avez pris une décision. Vous voulez l'appliquer le 25 juillet, mais nous sommes debout. Et si vous ne reculez pas, alors on ira manifestement vers un affrontement. Parce que je peux vous dire, M. Arnaud, que les travailleurs n'accepteront pas de perdre une partie de leurs revenus quand ils savent déjà que ces salaires-là sont déjà sous pression par rapport aux taxes. En un an, on a augmenté 3 fois le prix du carburant à la pompe, parce que le prix du carburant à la pompe n'incombe pas seulement aux automobilistes, mais ça incombe à tous les travailleurs, à toutes les personnes. Parce que le transport, le taximan est obligé de saucissonner, comme on le dit, les trajets. Donc, quelque part, quand on augmente le carburant, il y a une incidence chez tous les Gabonais, y compris les travailleurs. Les tarifs de la SG grimpent sans que les uns et les autres même ne se rendent compte, mais à travers les compteurs EDAN, en achetant le ticket de consommation, merci, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas, pour le même montant, forcément le même nombre d'unités. Donc, il y a déjà une pression, on va dire, fiscale, hein, qui est déjà sur les travailleurs. Et à cette pression fiscale, le gouvernement veut ajouter une pression salariale. Alors, donc, ça, je vous dis, M. Arnaud, vous aurez une démonstration déjà le 11 juillet à ONG, au stade de basket d'ONG, et cette démonstration sera, comment dire, effective, ou du moins sur le terrain, si le gouvernement met en application ces mesures. Oui, mais M. Jean-Rémy Yama, Dynamique Unitaire regroupe l'ensemble des travailleurs de l'administration publique, parapublique et privée. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui la certitude que si le 11 juillet, vous allez vers cet affront, vous aurez derrière vous des gens capables de supporter, parce que l'adversaire aussi ne viendra pas bras ballants. Quand nous savons le plus souvent chez nous,
on n'a pas envie de se montrer dans telle ou telle activité parce qu'on préserve le bout de pain. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que ce soit un pétard mouillé? Vous avez parlé de préserver le bout de pain. Mais de quel bout de pain il s'agit encore? Puisque c'est justement ce bout de pain qui est menacé. Non, M. Arnaud, je ne pense pas. Parce que déjà, la décision elle est d'abord individuelle, impersonnelle. Moi, je défends d'abord mes revenus, je défends mon salaire. Et si j'ai ce salaire, c'est parce que je suis enseignant du supérieur, par exemple, parce que j'ai entendu certains dire qu'aujourd'hui, cette mesure ne frappe ou ne frappera que tous ceux qui ont plus de 650 000 francs de salaire. 5% pour les salaires compris pour les entre 650 000 et 1,5 million. Et que ceux qui ont 10% pour 1,5 million à 2 millions et 15% pour les plus de 2 millions. Et j'ai entendu certains syndicalistes dire, évidemment, qui soutiennent ces mesures, que j'appelle les porte-parole du gouvernement, dire que cette mesure, de toute façon, ne frappera que les enseignants du supérieur. Je dis non. C'est vrai que nous, les enseignants du supérieur, on a des salaires acceptables, mais est-ce qu'on peut nous le reprocher d'avoir fait l'école, d'avoir des diplômes? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que certains voudraient mettre sur le plateau. Est-ce que c'est pas normal qu'on ait une fonction publique hiérarchisée où ceux qui ont plus de diplômes gagnent plus et ceux qui en ont moins gagnent moins? On a l'impression que certains veulent nous amener vers ce débat. Et je voudrais aussi ajouter, M. Arnaud, que même si la mesure parle de 650, à partir de 650 000, mais ne soyons pas dupes. Le porte-parole de la présidence de la République l'a bien dit, que d'autres mesures vont arriver. Et c'est normal. Le gouvernement n'a pas envie de frapper tous les agents publics en même temps, parce que sinon ça va créer un soulèvement beaucoup plus grand. Donc il veut d'abord frapper ceux qui ont plus de 650 000, dans l'espoir que, puisque c'est ce qui se dit en ce moment, on demande à tous ceux qui gagnent moins de 650 000 de ne pas se mobiliser et qui ne sont pas concernés. Mais c'est de la duperie. Parce que c'est créer la fracture entre les agents publics, entre les salariés, pour que les 40%, puisque c'est les chiffres que certains donnent, ou les 30% des agents publics qui gagnent plus de 650 000 se retrouvent isolés et le reste dira que nous, on n'est pas concernés. Mais ce serait comme on dit souvent chez nous, le canard ne doit pas se réjouir quand le propriétaire égorge le coq, parce qu'après égorger le coq, il égorgera le canard. Donc ces mesures, c'est de la duperie, parce qu'on sait que après les 650, ceux qui gagnent plus de 650, c'est ceux qui gagneront moins de 650. Et puis, il n'y a pas que les salaires. Le blocage de la carrière, M. Arnaud. Le fait qu'on ne peut même plus aller en stage, même dans les secteurs essentiels, comme l'éducation et la santé, où le renouvellement de connaissances est obligatoire. Je dis bien renouvellement de connaissances. Mais aujourd'hui, on veut bloquer tout le monde mais là aussi, en fait, c'est même depuis 2015 que ce blocage est effectif. Donc, nous disons, il n'y aura pas de pétard mouillé. C'est d'abord un sentiment personnel. Ceux qui se sentent concernés, ils doivent venir. Et ce n'est pas seulement le travailleur, M. Arnaud. Le salaire de M. Yama ne nourrit pas que M. Yama. Ça nourrit 9, 10, 15 personnes. Donc, quand on frappe 120 000 agents publics, mais sachez que ces 120 000 agents publics multipliés par 10, c'est presque 1 200 000 personnes qui sont touchées. Donc aujourd'hui, sur ces questions-là, je n'ai aucune inquiétude. Et je terminerai en disant, même s'il fallait que je défende seul mon salaire, je le défendrai par tous les moyens. Je n'ai pas besoin que les gens soient derrière moi. Seul, je me battrai parce que je défends mon salaire. Alors, M. Yama, lorsque nous regardons la réduction des salaires avec le document qui est sous mes yeux, la réduction est de 5% pour les salaires compris entre 650 000 et 1 500 000.
Ce qui donne 32 000 pour les 650 000, 32 500 et 75 000 francs qu'on va imputer au salaire de celui qui touche 1,5 million. Pour les salaires compris entre 1,5 million et 2 millions, c'est 150 000 pour celui qui a 1,5 million et 200 000 francs CFA pour celui qui touche 2 millions. 15% salaire entre 2 millions et 3. Alors, monsieur Jean-Rémy ça veut dire 300 000, il faut continuer. 300 000. C'est-à-dire celui qui a plus de 2 millions, il sera maintenant à 300 000 plus que 15%. Bon, alors, je me dis, permettez-moi vraiment de vous poser cette question et de m'exprimer comme ça. Mais je veux dire, est-ce que enlever 32 500 à celui qui touche 650 000 ou 75 000 à celui qui touche 1 500 000, mais c'est moins de mal fait quand même à l'agent public. Vous dites parce que le gouvernement aurait pu retirer 250 000 à celui qui touche 650 000 pour se retrouver avec 400 000. Mais il a fait juste une réduction de 5%, soit 32 500. C'est d'abord le principe du retrait. Même si on m'avait retiré 5 000, même si on m'avait retiré 2 000, moi je ne veux pas payer pour la malgouvernance de nos dirigeants. Et surtout qu'il y a d'autres possibilités. Parce que ces mesures-là permettraient à l'État d'économiser 70 milliards par an. Mais on va démontrer que les 70 milliards, on peut les prendre ailleurs. Où l'État peut-il les prendre alors? Mais déjà, il faut déjà savoir qu'est-ce que l'État a fait pour crever la masse salariale. On va aborder cette question-là. Voilà. Mais donc, à partir de là, il faut déjà savoir à quel moment vous avez crevé la masse salariale. Et à partir de là, vous saurez comment agir. Mais même sans prendre en compte la masse salariale, mais vous savez, le FMI, lui, met en avant la réduction du train de vie de l'État et les baux administratifs. Oui, M. Arnaud, les baux administratifs. L'État paye combien et à qui? Donc, M. Jean-Rémy Yama, ça veut dire que l'État gabonais est locataire chez lui. Mais bien sûr, l'État est locataire. Mais vous savez, je prendrai l'exemple du ministère de l'Éducation nationale, le cabinet du ministre. Il n'est plus vers le camp Roux, comme on l'appelle. Il est vers les 3 quartiers. Le bâtiment que le ministère loue, il y a au moins 3 ministères dans ce bâtiment-là. Est-ce que c'est un bâtiment public? C'est un bâtiment privé. Et on paye combien? L'État paye combien à ce privé-là? Et c'est d'abord quel privé? Et je pris l'exemple du ministère de l'Éducation nationale, pratiquement 90% de nos édifices, en fait du moins de notre administration militaire et civile, est presque en location. Donc qu'on nous fasse d'abord un éclairage sur les baux administratifs. L'État paye combien par an et à qui pour ces baux administratifs? Et je peux vous dire que c'est déjà une source d'économie. De plus de 70 milliards par an. Ah, mais bien sûr, ça. Mais faisons cet exercice. Voilà pourquoi le gouvernement ne veut pas associer les organisations syndicales dans ces réflexions. Mais parce que c'est la question qu'on lui poserait d'abord au niveau des baux administratifs. Ça, c'est premièrement. L'autre élément, c'est le décret 12, M. Arnaud. En 2010, le gouvernement a introduit un décret qui permet à certaines catégories d'agents d'être en solde forfaitaire. Et je vous assure que ces soldes forfaitaires, si vous regardez l'évolution de la masse salariale entre 2009 et 2010, vous verrez que vous serez à près de 15%, ce qui est normal parce que l'évolution normale tourne autour de 6% entre 2 années. Et donc ces 15%, mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû au fait que le décret 12, qui avait été déjà expérimenté à l'époque du Premier ministre Oyemba, et qui n'avait pas fait long feu, et bien ce décret a été réinstauré et ça a crevé la masse salariale. Et vous verrez les pics de masse salariale entre 2012 aussi, en fait 2012 et 2013, là ce sont les agences. Voilà aussi les éléments qui ont crevé la masse salariale
de l'agent public, enfin de la fonction publique. Donc, là aussi, la suppression des agences, la suppression du décret 12, que tout le monde se conforme au décret 589. Et que dit-il ce décret? Mais le décret 589 fixe les primes de fonction de tous les administratifs en République gabonaise. Donc, et la plus grande prime, elle est de 577 000 pour le directeur de cabinet du président de la République. Or, actuellement, le directeur de cabinet du président de la République, par exemple, n'est plus soumis à cette prime de fonction qui est dans le décret 589, qui est de 577 000. Il est soumis à comment dire ça, un salaire forfaitaire de 2 650 000. Monsieur Arnaud, vous faites un calcul simple. S'il n'y avait pas le décret 12, ce directeur de cabinet, s'il est agent public à la dernière catégorie, donc hors hiérarchie, il toucherait 1 122 000. Parce que c'est le salaire le plus élevé, salaire de base indiciaire en République gabonaise. C'est 1 122 000. À ce salaire indiciaire, il faudra ajouter par exemple sa prime de logement. La prime de logement la plus élevée, c'est 200 000. Et si vous ajoutez la prime de transport, c'est 35 000. Vous faites un calcul. Donc, si ce directeur de cabinet, par exemple, du président de la République, était sous l'ancien régime du décret 589, il toucherait une prime de fonction de 577 000. Et si vous faites l'addition de tous ces montants-là, ça vous fait à peu près 1 900 000. Donc, or là, il touche 2 650 000 officiellement. Ça, on ne parle pas des à côté. Donc, vous voyez déjà, il y a un gap. Et il n'y a pas que le directeur de cabinet, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de fonctions qui sont soumis donc à ce décret et qui ont crevé la masse salariale au niveau de la fonction publique. Alors, donc, si je comprends bien, il aurait, le président, ou du moins le gouvernement a initié quelque chose qu'il n'a pas creusé en profondeur. Ça a été à la va-vite. Mais bien sûr. Ça a été vraiment à la va-vite parce que je pense que c'est dans la précipitation, parce que voyant que leur ordonnance ne passait plus, parce que Dynamique Unitaire a investi, je veux dire, du moins on s'est déployé dans tout le pays pratiquement pour expliquer cette ordonnance, et voyant que ça ne pouvait plus passer, eh bien, ils ont pris donc cette décision, parce que l'objectif en réalité, voilà pourquoi Dynamique Unitaire est debout. C'est pas tant d'assainir les finances publiques, parce que sinon, on aurait frappé là où il y a des poches d'argent. La présidence de la République. 1546 fonctionnaires. C'est la loi de finances qui le dit, c'est pas Yama qui l'invente. Après, 400 et quelques nommés. Sur les 400 et quelques nommés, il y a 40% qui partent. Mais est-ce qu'on a réglé le problème? Est-ce qu'on a réglé le problème du budget? Est-ce qu'on a réglé le problème du train de vie du président de la République? Est-ce qu'on regarde la première dame, quel est son train de vie? Est-ce qu'on a regardé le train de vie de la première dame et quels sont les apports? Les fondations telles que Fondation Amissa, Fondation à gauche à droite, que l'État finance, dont les financements sont dans le budget de l'État. Alors que dans toute fondation, ce sont les propriétaires de la fondation qui vont chercher les financements extérieurs pour faire vivre les fondations. Or, c'est l'État gabonais qui supporte certaines fondations. Qu'est-ce qu'on en dit? Et sans oublier, le pan le plus important chez nous, c'est qu'on nous clarifie l'histoire des baux administratifs. L'État paye des loyers à qui et où? Et à partir de là, M. Arnaud, je vous assure que nous trouverons des poches financières